Sénateur Harder, merci. Je me lève pour parler du rapport de notre Comité des affaires étrangères et du commerce international. Plus qu'une vocation, la nécessité pour le Canada de se doter d'un service extérieur pour le 21e siècle. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit, car ils ont déjà parlé du contenu du rapport. Je me contenterai de parler du contexte. Ça fait longtemps que j'estime que les études, c'est vraiment la valeur ajoutée du Sénat. Les sénateurs sont en effet capables d'identifier les problèmes auxquels font face les Canadiens et la communauté internationale et transformer ces défis en recommandations dans une optique canadienne. Et avec l'avantage de la mémoire institutionnelle, les sénateurs peuvent prendre en mesure au fil du temps ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons vu des études et des rapports révolutionnaires au cours des dernières années, comme le rapport Kirby sur la santé mentale, le rapport Nolin sur le cannabis, ou le rapport du comité sénatorial spécial sur l'Arctique. Je dirais avec un certain parti pris que ce rapport des affaires étrangères entre dans la même catégorie de diligence et d'excellence que celle auquel je viens de faire référence. Le sujet de ce rapport n'est pas sexy, mais l'importance de son contenu est inestimable pour nos fonctionnaires qui travaillent au bâtiment Lester B. Pearson ou à l'édifice Lester B. Pearson et plus important encore dans des centaines de missions à travers le monde. Comme on l'a dit, 4 décennies se sont écoulées depuis les recommandations de la commission McDougall, de sorte qu'une mise à jour s'imposait. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre comité a pris une longueur d'avance. Nous avons reçu notre ordre de renvoi et commencé notre étude avant que la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, n'annonce son examen de l'avenir de la diplomatie au sein d'Affaires mondiales Canada. Non seulement nous avons devancé la ministre, mais notre rapport était également complet et déposé auprès du greffier en décembre dernier. À ce moment-là, le Comité des Affaires étrangères de l'autre endroit n'avait tenu que sa première réunion sur une étude substantiellement similaire. En fait, leur comité a invité notre sénateur Beam à témoigner pour son étude parce que nous avions déjà terminé la nôtre. Imaginez cela. Le moment est venu pour nous de concrétiser notre travail en adoptant ce rapport. L'adoption d'un rapport n'est pas une mince affaire. Beaucoup de travail est consacré à l'élaboration de recommandations qui peuvent être approuvées par la majorité de notre Chambre sur la base de témoignages factuels et des questions pertinentes posées par les membres du comité. L'adoption d'un rapport est une affirmation de la part du Sénat. Elle oblige le gouvernement à examiner attentivement notre travail en ce qui concerne l'élaboration des politiques publiques et l'identification de questions et des recours en matière de politique publique. Nos études ont un certain mérite, dissociées des tendances partisanes que l'on trouve à la Chambre des communes, et elles résistent à l'examen et au temps. C'est pourquoi nous demandons à la ministre des Affaires étrangères de fournir une réponse détaillée et complète au rapport. La réponse doit être déposée par le représentant du gouvernement au plus tard 150 jours civils après l'adoption du rapport, de sorte que plus tôt l'adoption aura lieu, plus tôt nous recevrons notre réponse. Je m'attends à ce que la ministre soit heureuse d'apporter une réponse en tenant compte de son propre examen interne des affaires mondiales. Il pourrait y avoir une coordination entre les deux documents et je pense que cela a déjà été contemplé. Mais surtout, le moment choisi pour l'adoption de notre rapport permet à la ministre de répondre officiellement avant les élections de 2025. L'adoption du rapport cette semaine, ce soir, signifierait une réponse officielle au plus tard, à la fin du mois d'août, ce qui laisserait aux sénateurs suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Il s'agit d'un outil utile à la gouvernance démocratique car cela aide au public de comprendre la position du gouvernement sur les questions politiques. Ça décrit les intentions du gouvernement et donne un aperçu de l'exercice d'équilibre de la gouvernance. Si les questions relatives aux relations extérieures ne recueillent généralement pas de suffrage, une réponse officielle est néanmoins nécessaire dans le cadre du processus d'édification des gouvernants dont nous faisons partie. Elle nous permet de poser des questions difficiles pour demander au gouvernement de rendre des comptes, que ce soit des questions aux ministres, en comité et, oui, même lors du spectacle à la période de questions. Mais il faut aussi considérer cette réponse avec un peu de prévoyance. Le contexte politique dans lequel nous nous trouvons ne permet pas de croire que les coffres ne seront pas
affectés par une augmentation des dépenses, en particulier dans le contexte étranger. Actuellement, on assiste à une volonté de gestion budgétaire empreinte de responsabilité et de prudence. Ce mouvement est en concurrence avec des appels qui vont à l'encontre de cette même responsabilité fiscale. Prenons par exemple la directive du Conseil du Trésor demandant au ministère de réduire leurs dépenses qui représentent des milliards de dollars. Cependant, nous voyons également dans les cycles médiatiques des appels à ce que le Canada atteigne l'objectif de l'OTAN de 2 du PIB. Cet argent devra bien venir de quelque part. Si je parle du seuil de 2 de contribution à l'OTAN, ce n'est pas parce que je pense qu'il vaut la peine d'y adhérer qu'il s'agit même d'une bonne mesure, mais parce qu'il y a des indications sur lesquelles le moyen d'atteindre l'objectif de 2 consisterait à réduire les contributions du Canada à l'aide étrangère. Chers collègues, ce n'est pas seulement une vision à court terme, c'est un non-sens. Selon un document de l'OTAN intitulé Dépenses en défense des pays de l'OTAN, la contribution du Canada au PIB est de 1,38 25e dans l'OTAN. En dollars, cela représente plus de 39 milliards de dollars, 9e à l'OTAN. Pour atteindre les 2 du PIB, le Canada devrait contribuer à hauteur d'environ 20 milliards de dollars supplémentaires, ce qui nous amènerait qu'à la 5e place si toutes les choses restaient inchangées. En comparaison, les dépenses d'aide étrangère du Canada dans le budget fédéral de 2023 s'élevaient à 6,9 milliards de dollars, soit environ 0,24 de notre PIB. Chers collègues, nous devrions consacrer environ 3 fois la totalité de notre budget d'aide étrangère de 2023 aux dépenses de défense, simplement pour atteindre l'objectif de l'OTAN et apaiser nos détracteurs. Une autre mesure est également utilisée pour évaluer nos contributions à l'aide publique au développement, l'APD. Cette mesure est peut-être moins connue que l'objectif de 2 fixé par l'OTAN, mais elle est également importante et a été élaborée par un grand Canadien au milieu du 20e siècle. Le rapport Pearson, comme on l'appelle familièrement, a proposé l'idée que l'aide publique au développement devrait atteindre 0,7 du revenu national brut, un indicateur différent, mais similaire au PIB. Les sénatrices Bellemare ou Clément pourraient mieux décrire les différences à ce sujet. Cet objectif est toujours utilisé par des organisations telles que l'Organisation de coopération de développement économique pour suivre les contributions des pays membres à l'APD, mais il est basé sur un pourcentage de revenu national brut. En 2022, l'APD du Canada en pourcentage de revenu national brut était de 0,37 soit environ la moitié de l'objectif de 0,7 et 18e sur l'ensemble des membres du Comité d'aide au développement. Mais à l'instar de l'objectif de dépenses de l'OTAN, le Canada se hisse à la 6e place si l'on considère uniquement les chiffres en dollars. Chers collègues, c'est dans ce contexte que le gouvernement devra prendre en compte notre rapport ainsi que d'autres contributions financières que je n'ai pas mentionnées. Le thème qui ressort est que nous n'investissons tout simplement pas assez ou pas assez intelligemment dans les affaires étrangères en général. C'est un thème qui persiste depuis un certain temps et la suspension du recrutement au ministère des Affaires étrangères n'a fait qu'exacerber les problèmes que nous ressentons aujourd'hui au sein du service extérieur. Le Canada n'est pas une superpuissance, mais une puissance moyenne. Et quelles que soient les réflexions de ceux qui prétendent que le Canada est brisé, nous sommes toujours une puissance respectée. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de réexaminer et le cas échéant d'investir dans tous les aspects de la présence du Canada sur la scène internationale. Pour citer le sénateur Beam, le monde d'aujourd'hui est de plus en plus instable et violent, ce qui a des répercussions sur nos relations commerciales, nos chaînes d'approvisionnement, notre souveraineté et notre influence dans le monde entier. Et comme l'indique un article paru le 22 février dans The Economist, la Russie devient plus dangereuse, l'Amérique est moins fiable et l'Europe n'est pas préparée. La présence du Canada dans le monde doit s'adapter à ces réalités en constante évolution. J'ai peur que le Canada ne se retrouve isolé. En ce qui concerne la nécessité pour le Canada de se doter d'un service extérieur du 21e siècle, l'expérience et l'expertise diplomatique sont inestimables. Les agents du service extérieur du Canada comptent parmi les meilleurs au monde et ils méritent notre soutien afin de poursuivre l'important travail de diplomatie qu'ils doivent accomplir face aux menaces et à l'incertitude de notre communauté mondiale. Les recommandations sont éloquentes.
recrutement, formation, connaissances en matière de développement, de commerce, de linguistique, possibilité pour les fonctionnaires d'appliquer leurs compétences au sein du service extérieur par le biais des détachements ou d'échanges. Toutes ces recommandations profiteraient au Canada dans son rôle de puissance moyenne afin qu'il puisse continuer à se démarquer. Chers collègues, seul le pouvoir exécutif, dans une fédération, c'est une responsabilité unique du gouvernement fédéral. Donc, seul le pouvoir exécutif, au nom de la Couronne, peut conduire les affaires étrangères en vertu d'un pouvoir qui lui a été dévolu à la suite de l'adoption par le Royaume-Uni du statut de Westminster en 1931. Ce pouvoir est également connu sous le nom de la prérogative royale, dont l'exercice sur les affaires étrangères a été assimilé par la Cour suprême du Canada à une responsabilité constitutionnelle. Dans l'affaire Canada contre Kader, le paragraphe 39 peut être interprété comme suit. La responsabilité constitutionnelle de l'exécutif est de prendre des décisions en matière d'affaires étrangères dans un contexte complexe et en constante évolution, en tenant compte des intérêts nationaux plus larges du Canada. Chers collègues, c'est une dimension supplémentaire dans laquelle la ministre Joly devra juger les recommandations de notre rapport. Nous savons que les circonstances sont complexes et en constante évolution. Dans cette optique, et compte tenu du fait que les compétences en matière étrangères sont formellement dévolues à l'exécutif canadien, la ministre devra accorder une plus grande priorité à cette question, car il s'agit d'un droit constitutionnel qui lui revient exclusivement. Ceci étant dit, je demande à mes collègues de vous transmettre le rapport. Je pense qu'il y a accord pour ça, afin que nous puissions recevoir et examiner la réponse officielle de la ministre dès que possible. Merci. Sénateur Cormier. Sénateur Cormier. Thank you, Senator Harder. I will ask. Merci. Je vais poser ma question en français. Premièrement, je veux féliciter le comité pour ce rapport absolument essentiel, formidable, fondamental, je pense, pour l'avenir des services extérieurs du gouvernement du Canada. Je l'ai lu avec attention, j'ai lu les recommandations avec attention, notamment la recommandation numéro 6 sénateur Harder, qui dit que dans les dossiers de politique étrangère qui font intervenir de multiples ministères et organismes fédéraux, le gouvernement du Canada devrait indiquer clairement le rôle de chacun, y compris le ministère ou l'organisme qui doit assurer la coordination ou la responsabilité à l'égard des politiques. Le gouvernement du Canada devrait aussi déterminer le rôle que les missions du Canada à l'étranger peuvent jouer dans le traitement des dossiers clés de politiques étrangères et de politiques relatives au commerce et au développement international. J'ai relu récemment le rapport qu'a produit aussi le Comité des affaires étrangères sur la diplomatie culturelle. J'y vois de grandes affinités en termes d'identification des problèmes et des objectifs. Pensez-vous, sénateur Harder, que dans l'étude que fera le gouvernement de ce rapport, qu'il devrait intégrer aussi des éléments qui appartiennent à ce rapport si important que votre comité a produit sur la diplomatie culturelle? Merci pour la question. Le rapport précédent sur la diplomatie culturelle est que j'ai beaucoup apprécié et je félicite le comité pour ce travail. La diplomatie culturelle, lorsque j'étais dans ce domaine aux affaires étrangères, était une partie importante de la façon dont le Canada se projette lui-même et a de l'influence. Ce rapport concerne plutôt la plomberie du ministère, si vous me permettez l'expression. Mais l'outil de la diplomatie culturelle est un outil qu'on devrait utiliser et le rapport se fonde sur l'étude qui a été faite, l'étude dont vous avez parlé.